T'en penses quoi de mon manuscrit? Dis, tu veux bien jeter un œil à mon manuscrit? Alors c'est une question qui revient tout le temps. Essayons de ne pas l'installer déjà dans qui vous pose la question. Parce que amis proches, moins proches, anciens étudiants ou gens seulement croisés, déjà souvent la question vient sans être accompagnée de « Pourquoi je le demande à toi ?» Qu'est-ce qu'il y a dans tes livres qui fait que c'est à toi que je le demande? Ou qu'est-ce qui m'intéresse dans ta démarche qui fait que ce que je travaille moi... Et ça, on a plein de choses à démêler dans ce genre de questions. C'est marcher sur des œufs, c'est marcher sur un terrain très fragile. Évidemment, on est toujours disponible. Évidemment, on est toujours en curiosité. On est en demande, en appel. Maintenant, qui régit ces appels? C'est évidemment le monde de l'édition commerciale. C'est-à-dire, sous cette question, c'est à qui je peux l'envoyer? Comment je vais me débrouiller pour l'éditer? Et c'est là où c'est une question qui est fragile et indémêlable. Quand je dis que ça revient toutes les semaines, bon, là, si je prends ces 3 dernières semaines, je peux très bien identifier 3 demandes très différentes, 3 textes différents. Et évidemment, moi, je suis hors du jeu. J'ai choisi Internet. Par contre, le fait que tu choisisses Internet, tu es accessible aux messages, aux emails, et on peut supposer qu'on te le demande à toi parce qu'il y a ce chemin vers toi qui est possible, mais si tu fais la liste de tous les auteurs à qui tu ne peux pas envoyer, justement parce que tu n'as pas leurs emails, et ça fausse un peu déjà la question. En quoi l'auteur est un intermédiaire privilégié pour l'accès aux éditeurs? C'est pas comme ça que ça se passe. Le premier axiome, c'est que les éditeurs, ce qu'ils aiment bien, c'est le sans intermédiaire. Ce qui pose une autre question, à chaque fois, c'est déplier, c'est ouvrir des sortes de boîtes. Est-ce que tu as intérêt à t'adresser à un éditeur? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre couche qui est en train de se structurer, qui autrefois n'était que pour les gros et les grosses machines? C'est la galaxie des agents littéraires, la galaxie des intermédiaires, un petit peu à l'image de ce qui se pratique pour le théâtre, pour le cinéma, avec les agents. Gardons même le mot d'agent. Est-ce que tu as intérêt pour ton travail à le proposer directement à ces maisons d'édition qui sont comme des entonnoirs sous pression constante, même si elles aussi sont en demande? Mais une demande où l'appel ou la reconnaissance, reconnaître dans l'accumulation ce qui est jouable pour l'éditeur lui-même. C'est jamais une valeur absolue de manuscrit. Alors, pourquoi je m'embarque là? C'est le fait que cette question t'est souvent posée en étant déjà faussée au départ. Faussée au départ en tant qu'elle supposerait qu'il y ait une valeur absolue du manuscrit. Tu en penses quoi de mon manuscrit? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est bien corrigé? Est-ce que les titres Word sont structurés? Quel est le paradoxe qui s'installe? Et même ça, c'est pas forcément légitime. C'est-à-dire, tous les éditeurs témoigneront qu'un manuscrit arrivé brut et sans mise en page, un paquet de feuilles dans le courrier avec une adresse retour, quelquefois, c'est le miracle. Jérôme Ladon, parlant de Suzanne Beckett, amenant un paquet de manuscrits dans un cabas pour faire le marché et ramener des légumes. Alors, quand je dis que la question est faussée, c'est que, évidemment, ma propre position, elle n'est pas dans le dialogue, elle n'est pas déterminée par est-ce que je suis un intermédiaire potentiel avec des éditeurs? Dans ce cas-là, ce serait déjà bien pour moi, mais c'est pas ça la question. C'est avoir assumé et m'être impliqué dans les dispositifs d'accompagnement de création littéraire.
en école d'art. Je l'ai fait pendant 5 ans et c'est passionnant. C'est-à-dire en école d'art, il y avait toujours, j'allais dire, 2 niveaux. Ouais, mais la frontière est toujours perméable. C'est-à-dire, premier niveau, dire sur les 230 étudiants, étudiantes qui étaient là, ben, l'écriture est une question commune. L'appropriation du langage est une question commune. Casser le plafond de verre. Bah oui, c'est une discipline comme les autres. Par exemple, on ne peut pas écrire, il n'y a pas de génération spontanée sans ce rapport à la lecture. C'est comme en musique, travailler la technique. En écriture, tu travailles aussi la technique. Par contre, il y a ce paradoxe tout de suite, la technique ne suffit pas en elle-même. Et puis, la deuxième... j'allais dire deuxième étage, mais qui n'interfère pas, enfin, c'est pas une séparation horizontale, c'est comment, si on peut être tous concernés par l'action collective en écriture, comment naissent des intuitions individuelles, des projets individuels qu'il va s'agir d'accompagner. Accompagner avec toujours ce paradoxe, et ça, pour moi, ce sera le principal apprentissage qui reste en école d'art. Tu ne réponds pas à la place, tu n'énonces pas de solution à la place de l'auteur. Et c'est là où la question de lecture de manuscrit reste pertinente. Tu te places toi en qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui te gêne dans le fonctionnement, qu'est-ce qui te reste opaque, qu'est-ce qui est rémanent, où les intuitions te semblent vibrantes et à amplifier. Et ça, tu le renvoies à l'auteur, comme une sorte de miroir parabolique avec l'ensemble de ces paramètres. Et ça, par contre, c'est un vrai boulot. Dire quels sont les paramètres que tu mets en route, en action, quand tu lis un manuscrit. Alors, j'ai fait aussi, en dehors de... parallèlement ou après, justement, avoir quitté ce dispositif d'école, assumer de l'accompagnement manuscrit. Alors déjà, moyennant rémunération. J'en parle librement parce que en ce moment, je ne le fais plus. Depuis le début de la pandémie, là, j'ai besoin de me réancrer dans mon propre travail. Et cette disponibilité-là, ce travail sur soi de disponibilité, bon, en ce moment, je préfère... C'est pour ça même aussi que je fais cette vidéo. Pourquoi je le tiens à distance ? Alors, ce que j'ai pu développer dans ces accompagnements manuscrits, et si tu prends sur 30 ans d'ateliers d'écriture, toutes ces rencontres, c'est plusieurs dizaines d'ouvrages. Est-ce que ces ouvrages, il y a une dette ? Non. Simplement, tu t'es installé dans ce rôle de médiation destinée à s'annuler. Médiation qui ne remplace pas l'auteur, mais qui se retire à mesure que l'auteur s'affirme. C'est ce qui permet toi aussi de continuer à traverser et d'assumer la double liberté. Par contre, dans ce travail d'accompagnement, peut-être certains... Alors, une des typologies, c'est dire, voilà un manuscrit, il a été refusé ici, refusé là. Bon, ben là, tu te dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Par contre, il y a le processus inverse, un petit noyau de page. Ah, ça peut être... il m'est arrivé avec Olivier Bétourné du temps de Fayard, de dire, tiens, voilà, ça c'est 3-4 pages, c'est un livre ou c'est pas un livre ? Et ça aussi, c'est un des mystères de ces accompagnements et du rôle de l'édition ou de l'accompagnement éditorial. Simplement, en général, soit tu as déjà publié et tu as déjà cet interlocuteur, ou bien il y a eu un clash ou un mur et retour à la case départ, ou bien il s'agit de créer ce lien avec une mise en route éditoriale. Et c'est là où il y a cette phase où on te dit « Tu veux lire mon manuscrit ?» Ce que je voulais dire, c'est que s'il s'agit d'un projet embryonnaire, tu vois ce qui s'ébauche. Tu vois les intentions, en tout cas les intuitions, les intentions, tu peux les faire émerger parce qu'on est encore à l'état de projet.
Et puis s'interroge quelle part de la langue, de l'héritage, tu vas appeler, mettre en travail. Réel, fiction, narration, forme plus poétique, forme scénique ou performative, statut de l'oralité. Là, pour moi, ce travail est viable. C'est ça aussi qui était passionnant en école d'art. C'est que le projet, tu commences à dialoguer et installer cette médiation destinée à s'annuler dès les toutes premières étapes, les toutes premières ébauches. Un manuscrit qui t'arrive déjà blindé, j'allais dire. C'est pas le mot qui convient, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Dire allez, on va tout casser, puis on va... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors petit à petit, dans ces accompagnements, pour moi, c'est la question de la méthode qui est importante. Et c'est là où ces dernières semaines, tu veux lire mon manuscrit, tu veux jeter un œil à mon texte, le hiatus qui pouvait s'installer, c'est dire, est-ce que le texte vaut en lui-même et quelle réception on installe, quel retour on installe. Mais moi, le retour, par rapport à quoi il s'exprime ? Par rapport à une question de jeu éditorial qui évidemment dépend de l'endroit où la médiation ou l'éditeur en lui-même qui va s'approprier le manuscrit et en faire le travail de l'insérer dans l'industrie culturelle. C'est plus simple que ça. En tout cas, ce geste de publication. Et pour moi, là, cette question de méthode, elle est à la fois pour moi et pour l'auteur. Et là, ces derniers temps, là, dans ces questions, ça se traduit par le fait que tu renvoies un mail en disant « Ok, mais moi, pour installer ma méthodo, voilà ce que j'ai besoin. Le manuscrit, d'accord, mais quelle zone de dialogue et qu'est-ce qu'on va travailler, comment on va travailler ?» Et là, par exemple, ça fait 3 fois où hop, ça reste muet après mon mail. Alors après, tu te dis, mais attends, il y a eu cette démarche de t'appeler, de te demander, de dire est-ce que tu veux bien ? Et on répond même pas. Et peut-être là aussi, cette idée de vidéo, c'est parce que dire, mais en quoi ça dérange l'idée de méthode ? Alors quand je dis que cette idée de méthode est double, c'est la méthode que toi-même, tu vas appliquer. Qu'est-ce que tu vas reconnaître en termes de structure, en termes de langue, en termes d'énoncé par rapport à l'auteur, en termes de comment ça s'insère dans le champ général de ce que tu identifies comme production littéraire, qu'est-ce que ça déplace ? Et sur quoi on peut s'appuyer pour dire, si c'est cela que ça déplace, comment le rendre reconnaissable ? Donc ça, c'est du côté de celui qui lit. Et donc dire, excuse-moi, c'est pas passer 1 heure, qu'est-ce que t'en penses, donne-moi ton avis. Lire, c'est un travail. Alors là aussi, ce travail, quand je proposais des accompagnements, ok, on va se faire un forfait, puis ce sera 5 fois un Skype, maintenant je suis plutôt par Zoom de 50 minutes, à étapes régulières ou pas, sur une durée que j'avais, en général je disais, c'est un pacte, donc avec une durée resserrée, et ça a fonctionné. C'est-à-dire, ce qui fonctionne, c'est qu'à la fois, c'est extrêmement requérant. Parce que dans ce pacte, tu dois bien, justement, te positionner comme dans ton activité de lecteur et rendre compte de ta lecture. Et ouais, ça, c'est un travail. Et c'est pas un travail qui se fait une fois, c'est un travail qui va se développer à mesure des étapes de la gestation du livre, etc. Alors, précisément, aujourd'hui, quand on me demande ce genre de choses, j'envoie telle personne. J'ai assez là en ce moment, et c'est pas ma priorité. Si, c'est toujours prioritaire. C'est toujours prioritaire, mais dans la mesure où je ne me positionne pas en tant qu'éditeur.
ni même en tant que relais vers l'éditeur. C'est ça, pour moi, là, par exemple, dans ces 2 dernières années, si je pense à comme ça une liste d'une dizaine de projets accompagnés, eh bien, le paradoxe, c'est que chacun de ces projets est allé à l'édition, avec cette, si on me pardonne la formule, a trouvé son lieu éditorial, son rouage d'implication avec le livre en général, la distribution, la presse, tout ce que ça suppose. Non, simplement exister en tant que livre. C'est déjà formidable. Mais chaque fois, c'est dans quelque chose qui, à moi, n'était pas prévisible. C'est-à-dire, c'est à l'auteur de s'en charger, même si ça demande 3 mois, 4 mois, 5 mois. Des fois, ça peut aller plus vite. D'autres fois, ça peut prendre plus de temps. Mais ce chemin se fera depuis l'auteur et non plus depuis moi en tant qu'intermédiaire. Mais fondamentalement, c'était autre chose. C'est-à-dire, mais ce qui m'importait là dans cette vidéo, d'autant plus là avec ces décalages que j'ai sentis ces dernières semaines, bon, en plus c'est vrai que j'ai assez à faire avec cette grosse machine d'atelier collectif, c'est que cette question de méthode, c'est le travail du côté de celui qui lit, et donc quelque chose qui se rémunère aussi, même si je ne l'ai pas posé là récemment dans les derniers échanges, justement ceux qui sont restés sans réponse. Mais peut-être que justement j'aurais dit, tiens, ok, mais lecture c'est temps, avec retour c'est temps. Eh bien, à ce moment-là, je pense que j'aurais eu réponse. C'est des paradoxes, mais très secondaires. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on propose un manuscrit en tant qu'objet absolu ? Ben, pour moi, je suis d'une école différente, et en tout cas, dans ce travail en école d'art, c'était ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux US le book proposal. La première fois que j'ai vu ça, j'avais les yeux comme des soucoupes. Dire, mais attends, mais c'est scandaleux. On fait ça, mais jamais en France. Il y a peut-être quelque chose là-dessous qui est plus important. Alors, dans le domaine US, par exemple, book proposal, ce qui est pour nous extrêmement violent et inacceptable, c'est que tu ne proposes pas le manuscrit. D'autre part, tu ne le proposes pas directement à des éditeurs, tu le proposes aux agents qui, eux, iront se battre dans le domaine éditorial. Mais là encore, les frontières sont devenues floues et un peu plus poreuses. C'est-à-dire dans ce qui arrive massivement dans chaque maison d'édition, ouais, il y a toujours justement cette figure archétype, Jérôme Lindon ou Paulo Tchaikovsky-Laurence, ouvrant eux-mêmes la pile de manus au courrier et puis décidant, tiens, ça je vais le donner à lire à quelqu'un pour avoir un avis, ou ça je flash, ou bien ça, non, évidemment, on laisse, et t'y passes pas 3 minutes. Ça se sent, c'est de l'odeur, c'est du pif, et ça c'est la magie de l'éditeur. Quelque chose qui n'entraîne pas cette adéquation immédiate, bah t'as des contre-exemples, t'as de contre-exemples. Moi, avec Jérôme Lindon, sorti d'usine, il me l'a refusé. 1 an après, je lui ai renvoyé. Donc tout ça, évidemment, c'est plutôt pour décrire un paysage, mais cette question de méthodologie. Dans le book proposal US, tu as déjà qui est l'auteur. Alors l'auteur, évidemment, tu as encore, et ça aussi, ce serait un autre développement, bah, tu tapes le nom sur Google et tu vois bien d'où il vient et qui c'est. En général, soit il n'y a pas grand-chose, soit même la personne s'est arrangée pour que ces traces s'éloignent, disparaissent, s'effacent. Par exemple, le boulot qu'on a pu faire en atelier d'écriture, on l'enlève. Et c'est parfaitement légitime. Tout ce que je publie sur mon site, les textes n'appartiennent qu'à leurs auteurs et évidemment, c'est constamment effaçable, renouvelable. Alors la question, c'est dire qui est l'auteur. C'est-à-dire, dans le book proposal US, c'est qui ? C'est qui et ça tient en 10 lignes. C'est pas dire mon manuscrit, c'est un peu de Boris Vian, machin. Non, c'est pas à toi d'énoncer un jugement. Et attention, ça c'est immédiatement le couperet ou l'enclume. C'est-à-dire, le seul vocabulaire qu'on puisse tenir à un éditeur, c'est dire
dans votre façon d'exercer ce travail. Avec tel auteur, eh bien ça a pris force et valeur pour moi. Et ça, parce que pour moi c'est important, je vous transmets ce manuscrit qui, pour moi, est important. Je vais revenir à ça. La deuxième chose, donc, c'est quoi l'intention? Et c'est là où j'ai l'impression que l'espace de réponse disparaît. C'est-à-dire, est-ce que l'intention remplace le livre ou est-ce que l'intention compense? Non. Mais si on n'est pas auteur de littérature, mais musicien ou artiste visuel, on exprime son travail. Est-ce qu'on l'exprime par rapport à des références? Non, on l'exprime par rapport à ce qu'on cherche et ce qui s'est passé là pour qu'on s'embarque là. À quel arbitraire on a fait face? Quel arbitraire a travaillé en nous qui fait que ça sort de nous et se cristallise sous forme de ce manuscrit? Et cette note d'intention, cette note sur l'auteur, cette note d'intention, elle s'accompagne dans le Book Proposal US d'un synopsis. Alors synopsis, c'est pareil. Quand j'ai eu l'honneur de présider pendant 2 ans, un sacré apprentissage là, parce qu'il y avait 2 distributeurs, 2 producteurs, 2 réalisateurs, et pour partager, tu rajoutes un écrivain. C'est toujours comme ça, j'ai eu ce rôle, merci Valentine Roulet, c'était formidable comme apprentissage, mais le paradoxe de ces documentaires ou de ces démarches filmiques, c'était que tu devais exprimer par dossier, en amont, ce qui se révélerait par le fait que tu allais le tourner et que tu allais partir soit à l'autre bout du monde ou en tout cas dans une expérience de terrain par laquelle se créerait le film. Et ça, c'est un paradoxe dont on avait constamment à tenir compte. L'instance du dossier ne remplace pas la mise en expérience de soi-même. Et ça vaut aussi de plus en plus pour littérature, écriture. Donc la question du synopsis, est-ce que c'est faciliter la lecture? Pour moi, en travaillant avec les étudiants, en fait, c'était toujours dire ça. Je fais un book proposal fictif. L'auteur laissant tomber, t'es étudiant. Pas la question, mais ça ne concernait que ce... Par contre, l'intention, ouais, on peut la travailler. Et le synopsis, on le formule. Le synopsis, est-ce qu'il apparaîtra? Non. Est-ce qu'il nous aide à lire? Non. Est-ce que toi, de rédiger cette instance d'accompagnement, ça t'aide à mesurer ce que tu as installé d'architecture, de tension, de compression ou d'expansion, est-ce que des vides ou des inégalités vont apparaître? Est-ce que précisément cette instance, par exemple, quand Louis-Ferdinand Céline dit que le passager du paquebot, il n'a pas à connaître les soutes et la cuisine, ou qu'à un moment donné, tu enlèves les échafaudages. Mais pour moi, dans l'écriture d'un projet, c'est non pas... Et c'est pour ça que ça me gêne toujours dire « Qu'est-ce que t'en penses de mon manuscrit ?» Recevoir un texte en état prêt à être envoyé à l'édition, soumis à l'édition. Vous voyez comment le vocabulaire est toujours ambigu. C'est travaillons aussi l'échafaudage. Et c'est pour ça que note d'intention, note auteur et synopsis, pour moi, c'est des instances d'accompagnement provisoire. Par exemple, la note d'intention et la 4 de couve. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc, dans le book proposal, tu peux même mettre en chapeau, voilà, ce qui pourrait être la 4e de couverture. C'est-à-dire 4 lignes sur le texte, 1 ligne et demie sur l'auteur, et puis ensuite, la page qui est l'auteur, la page, une seule et pas plus, maximum, note d'intention, et puis, en 4-5 pages, la structure et le synopsis. Et est-ce que toi, tu seras mieux armé pour lire? Bah oui, tu seras mieux armé pour lire. Donc ces échafaudages, pour moi, le moment où recevoir un manuscrit et se préparer au travail d'en faire retour,
il suppose de disposer et du manuscrit et de cette instance d'accompagnement provisoire. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu ce réflexe de dire, tiens, si tu te forçais ça à le raconter un petit peu sérieusement, via le bouton record. La non-réponse, à dire je veux bien lire, mais voilà ce dont j'ai besoin, c'est tu sens que l'autre est démuni. Parce que, précisément en école ou en master création littéraire, ce que j'ai commencé à faire au Québec il y a 10 ans, de façon un peu éberluée, mais merci à ceux qui m'ont permis cette expérience, cet écosystème provisoire d'accompagnement du manuscrit, il est une instance de médiation entre toi et ce que tu vas répondre, entre l'auteur et son propre manuscrit. C'est-à-dire que le manuscrit devient le lieu de la médiation avec ces deux écosystèmes qui vont se croiser et autoriser le discours qui met en perspective. Et tout d'un coup, si tu t'es pas préparé à cette instance-là, tu es un petit peu en peine. D'où l'avantage, pour moi, vraiment décisif, et de ces masters de création, où on élabore cette méthodologie, où on interroge le développement du manuscrit, parce que y en a un roman. Non, les mecs, on se calme là-dessus. Écriture, littérature, invention, expérience, tout se réouvre. Mais se réouvre justement parce que cette question de la méthodologie, avec l'invention, l'intention, ou l'implication auteur, et les questions de forme, comment elles deviennent architecture et parcours de lecture, via l'expression d'un synopsis, moi j'en ai besoin. Alors après, vous prenez ou vous ne prenez pas. Reste après les choses très secondaires, j'allais dire, et annexes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu installes sur ton propre laboratoire. Pour les démarches musique, il y a l'expérience de la scène, il y a ce que tu peux installer même avec un tout petit SoundCloud. Pour les expériences visuelles, tu peux avoir l'Instagram du photographe, et puis, en tout cas, quelle que soit la hiérarchie symbolique, exposée à Arles, ou jouée au théâtre dans tel festival, pareil pour le film, il y a un ordre symbolique qui est ce à quoi tu vas prétendre ou essayer de rejoindre. Mais pour le rejoindre, c'est pas pour le rejoindre, c'est que cette instance viendra en tant que mise en mouvement depuis une publication, une zone de publication qui est absolument, totalement publication, mais qui est donner accueil à ton atelier, à ton laboratoire. Et ça, en littérature, il y a toujours une sorte d'inconscient. Non, le manuscrit, il vient pas de là. Si, il vient de là. Il vient aussi de l'atelier. Donc, ouvre l'atelier. Est-ce que ouvrir cet atelier, c'est une page Facebook? Il y en a qui utilisent ces médias comme Facebook, de façon totalement créative. En ce moment-là, le média social devient aussi atelier. Idem pour Instagram avec les stories. Ça, c'est des choses que je pratique pas. Mais si tu te mets en œuvre dans ton laboratoire, tu donnes à lire par cette publication restreinte via le média social ce qui est ton laboratoire, ton arbitraire, ta signature, ta singularité. Et évidemment, cette singularité, elle est présente au moment où arrive ton manuscrit. Idem, si c'est une chaîne YouTube, les autres questions en ce moment, c'est plus de dire en quoi ces médias sociaux sont des liens faibles, comment dans Facebook,
parmi quoi s'insère, dans quel contexte s'insère ce qui est pour toi ce travail d'atelier, ce travail d'une hauteur, où là, de toute façon, il y a de l'absolu. Parce que on exerce un art, autant que nos frères musicaux, nos frères du visuel. Donc à l'arrière, comment tu vas être propriétaire de tes données numériques? Comment tu restes le dépositaire de tes données numériques? C'est le côté toujours incontournable du site internet. Et ça, c'est encore tellement rare, tellement rare, tellement rare. Si tu fais une chaîne YouTube, eh bien, lien vers un site fixe où il y aura ces ressources. Faire un site fixe, est-ce que c'est compliqué? Enfin quoi? Il faut 20 minutes pour faire un WordPress. Après, c'est d'autres questions. Est-ce que tu prends le WordPress gratuit où il y aura de la pub et où ce sera nom du site .wordpress.com, ou est-ce que tu payes les 30 balles par an pour dire mon nom ou mon site .net, .fr, .com? Et cette instance-là, bon, j'entre plus là-dedans, j'en ai tellement parlé par ailleurs. Est-ce que tu te contentes d'un truc comme Wix ou toutes ces petites plateformes-là, toutes faites, ou Squarespace? Bah ouais, déjà Squarespace, ça change tout. Tu payes plus cher, mais au moins, il t'assure ce référencement chez Google, etc. Mais vous voyez, pour moi, c'est pas des questions qui sont liées à dire je me rends présent sur le web parce que ça va m'aider pour la publication. C'est dans ce pacte auteur-lecteur, en quoi ce pacte est un pacte de démarche et d'atelier, et non pas simplement ce qu'amènerait le manuscrit en tant que valeur absolue. Voilà, en gros, pour moi, c'est comment penser en termes d'écosystème, ce qui, a priori, est tout simple. T'en penses quoi de... c'est pas que j'en pense comme ça. C'est qu'est-ce que je mets en travail pour... Alors après, évidemment, il y a toute cette question de la démarche éditoriale. Vas-y, est-ce que c'est seulement en librairie? Ouais, des librairies s'en trouvent d'excellentes, et heureusement, dans chaque grande ville, va farfouiller sur les tables. Mais comment tu vas t'assurer que, par exemple, un éditeur comme La Contralée, un éditeur comme Abrupt, un éditeur comme Édition de l'Ogre, prenez par exemple, qu'est-ce qui change? C'est quoi les indicateurs? Je me souviens au Seuil, il y a quelques années, dire Fiction et compagnie, c'est en partie mangé par les auteurs qui reviennent qui sont déjà dans la collection, qui ramènent de nouveaux titres. Idem pour POL, et puis un comité de lecture bon, j'entre pas dans ces questions-là, mais dire à l'époque, c'est-à-dire si on veut réouvrir une zone de recherche contemporaine en complément de Fiction et compagnie que Denis Roche puis Bernard Comment ont déjà construit comme la part chercheuse, aventureuse, laboratoire des éditions du Seuil, même sans avoir l'exclusivité de ces démarches-là, il y avait toujours cette démarche pyramidale avec le comité de lecture. Qu'est-ce qu'on fait tout récemment, les éditions du Seuil, une nouvelle direction, avec qui j'ai pas de rapport direct ni personnel, dire voilà les éditions du sous-sol qui font un super travail de repérage et d'expérience contemporaine, voilà les éditions Le Nouvel Attila, idem, eh bien on met des sous dans Sous-sol et Nouvel Attila, et puis voilà par exemple la semaine perpétuelle de Laura Vasquez qui débarque, qui s'est marqué édition du Sous-sol. Est-ce que Seuil est marqué ici? Non. Elle a publié chez Chêne et à pleine page, mais en tout cas le Sous-sol est distribué par le Seuil, et donc il y a cette infrastructure. Mais cette démarche, dire je l'envoie à Seuil, à Stock, à Paul, à Minuit, à Verdier, tentez le coup, il n'y a aucun problème. De toute façon, ils en reçoivent des dizaines, des centaines, des milliers. Mais cette activité-là, elle vous revient. Et à ce moment-là, la question, c'est pas d'aller dire « T'en penses quoi de mon manuscrit ?» C'est vous-même. Et c'est pour ça que cette question de méthodologie, ce sera le dernier point, mais qu'il recoupe les précédents. Où est-ce que vous allez vous rendre
pour que sur une table, là, devant vous, un travail de repérage et de médiation a été fait par le libraire, disons ça pour simplifier, mais c'est la fonction aussi du web. Quel site littéraire vous fréquentez régulièrement? Quand vous fréquentez un site littéraire, je pense à mon vieux et inusable remue.net, même si ça fait bientôt 20 ans que je l'ai quitté, comment eux, quels éditeurs ils parlent? De quelle démarche ils parlent? Quand ils accueillent les démarches, les résidences des auteurs en Île-de-France, où est-ce que ces auteurs publient et comment ils publient? Donc ce travail-là, évidemment, il faut, là encore, probablement une instance de médiation. Si on est en école d'art et qu'on a un poste titulaire d'une chaire d'écriture, comme Laure Limongic a repris mon poste, c'est le travail au quotidien. Va voir ça, tiens, et ça tu connais, et puis, tiens, attends, je te le ramène la semaine prochaine, et puis, passionnant aussi. Mais ce rouage-là, c'est à vous de vous l'approprier, et là encore, le web a une fonction. Bon, bien sûr, ça existe encore dans la presse littéraire. Il y a le matricule des anges, je pense que ça existe encore. Il y a le matricule des anges, je pense que ça existe encore. Il y a Diacritique qui font un super boulot, là, qui est purement web. Mais vous les avez, ces outils. Mais se dire, est-ce qu'on attend que le manuscrit soit bouclé? Non. Pourquoi? Parce que, là encore, retour en boucle, cette question de l'intention. Cette question de comment votre travail se formalise. On est dans le paradoxe. Ce n'est pas à vous de formaliser votre travail. Toute l'histoire de la littérature est faite se constitue par le fait même que cette énonciation de ce qui compte, des enjeux déplacés, s'effectue rétrospectivement. Il peut y avoir des exceptions comme Francis Ponge, où l'intention précède l'émergence. Les proèmes, après, parti pris des choses, dans la période entre la fin du parti pris des choses, quand Ponge a 27 ans, et quand à 32 ans, il le produit comme livre. Mais en tout cas, on est encore dans cette même notion d'écosystème et de travail. Voilà, j'en ai assez parlé, je laisse en vrac. Pensez que ces choses-là, là je les laisse sur la chaîne, y compris dans leur fragilité, y compris si je prends quelques coups dans la figure, c'est bon, à mon âge, on s'est un peu endurci, mais je tenais à ce que ce soit clair. Et effectivement, là ces derniers temps, tu dis, ok, je veux bien lire, mais voilà ce dont j'ai besoin pour que ma méthodologie se mette en place. Puis tout d'un coup, non, c'est pas ça que l'autre attendait. Bah ouais, mais attention. Et pour la discussion, ça aussi, dire, par exemple, moi, c'est un espace qui s'appelle Patreon. Dans cet espace Patreon, il y a des choses sur la mise en page des manus. Il y a des choses sur l'utilisation de l'audio, de la vidéo. Il y a des discussions ouvertes qu'on fait une fois par semaine où, parmi la petite communauté, chacun peut dire, tiens, voilà, je vous propose ce PDF à lire, et puis on en discute. Et là, il y a des espaces complètement nouveaux. Est-ce que vous y avez mis les pieds dans mon Patreon ou les autres expériences du genre? Et ça, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut le contourner? Si vous croyez que oui, continuez. Mais en tout cas, nous, qu'est-ce que ça nous fait du bien qu'il existe des outils comme ce Patreon, justement pour ouvrir cet espace-là, collectivement.